1952. On a quitté l'hôtel de la Pomme d'Or pour aller définitivement à Marine Terrasse. C'est une large maison blanche avec des fenêtres à guillotine. Comme le jardin s'ouvre sur une vaste terrasse qui domine la pleine mer, on a jugé à propos d'appeler la maison du poète exilé Marine Terrasse. Dans la propriété, il y a une espèce de cave qu'Adèle a la bonté d'appeler son salon. La brume a collé du papier gris sur la mer et le ciel. Tout le jardin est envahi par la basse-cour voisine. Des oies, des canards, et pas un oiseau. C'est une cabane, et dont l'océan baigne les pieds. Je suis là. J'ai 2 chaises dans ma chambre, un lit de bois, un tas de papier et l'éternel frisson du vent sur ma vitre. Je vis, je suis. L'océan est à ma fenêtre. Je regarde cet indomptable et je lui dis, joue-t-on? Je suis fier d'aimer. De nous deux, c'est moi qui suis le plus aimant. Pendant 8 ans, moi qui suis un homme de talent et déployer mes talents pour te faire m'aimer, j'abandonne. Je ne peux pas faire l'impossible. Pygmalion n'avait qu'un amour, sa statue de marbre. Moi, Galatée, j'ai plus à faire. Je dois t'animer. Ce n'est pas moi qui te déserte, c'est toi qui me désertes. Novembre 1852. J'ai eu un rêve. Le mur des siècles m'apparut. C'était de la chair vive, avec du granit brut. Une immobilité faite d'inquiétude. Un édifice ayant un bruit de multitude. Des trous noirs étoilés par de farouches lieux. Des évolutions de groupes monstrueux, de vastes bas-reliefs, des fresques colossales. Parfois le mur s'ouvrait et laissait voir des salles, des antres où siégeaient des heureux, des puissants, des vainqueurs abrutis de crimes, ivres d'encens, des intérieurs d'or, de jaspe et de porphyre. Et ce mur frissonnait comme un arbre au zéphyr. Tous les siècles, le front ceint de tours et d'épis
était là, morne sphinx sur l'énigme accroupie. Chaque assise avait l'air vaguement animée. Cela montait dans l'ombre. On eût dit une armée pétrifiée avec le chef qui la conduit au moment qu'elle osait escalader la nuit. Ce bloc flottait ainsi qu'un nuage qui roule. C'était une muraille et c'était une foule. Le marbre avait le glaive et le sceptre au poignet. La poussière pleurait et l'argile saignait. Les pierres qui tombaient avaient la forme humaine. Tout l'homme, avec le souffle inconnu qui le mène, Ève ondoyante, Adam flottant, un et divers, palpitait sur ce mur, et l'être, et l'univers, et le destin plus noir que la tombe dévide. Parfois l'éclair faisait sur la paroi livide luire des millions de faces tout à coup. Je voyais là ce rien que nous appelons tout, les dieux, les rois, la gloire et la loi, les passages de générations, un follow dans l'histoire. Et devant mon regard se prolongeaient sans fin les fléaux, les douleurs, l'ignorance, la faim, les superstitions, la science, l'histoire, comme à perte de vue, une façade noire. Et ce mur, composé de tout ce qui croula, se dressait escarpé, triste, informe. Où cela? Je ne sais. Dans un lieu quelconque des ténèbres. Il n'est pas de brouillard, comme il n'est pas d'algèbre, à qui résiste au fond des nombres et des cieux, à la fixité calme et profonde des yeux. 21 mai 1853. Des nouvelles de Napoléon le Petit. On fait enlever les bottes et les bottines de tous les passagers qui arrivent de l'étranger en France. La douane a peur qu'ils cachent des pages de Napoléon le Petit. Nous avons une idée charmante. Il s'agit de faire des ballons avec Napoléon le Petit, de les lancer de Jersey en France et d'inonder notre chère patrie qui serait fort étonnée de pouvoir lire des pages de Napoléon le Petit sans que la douane, la police ou les gendarmes n'y puissent rien faire. Donnons la main et tâchons de rester une famille unie avec ces pièces rapportées. La lecture à voix haute. Once upon a time, there was a little rabbit who was living in the green forest with all his family. He was really happy to live in the forest with all his family, but he never went to the green forest. And one day, he went to the green forest, and he met a little animal that he didn't know. He said to the little animal, "Who are you? I don't know you." The little animal answered, "I'm a little cat." And you, "Who are you?" "I don't know you." Ne plaisante pas avec les esprits, Charles!
aux yeux des jeunes enfants, mais dans l'œil du vieillard, on voit la misère. Quand on parlait des tables tournantes, nous doutions. Nous avons essayé de les faire tourner, mais sans aucun succès. Nous voyons surtout dans ce phénomène une impulsion de la police française qui voulait nous distraire de la honte des agissements du gouvernement. Nous en étions là quand Madame de Girardin vint visiter Victor Hugo à Jersey. Elle arriva le mardi 6 septembre 1853. Elle nous parla des tables. Les tables ne tournaient pas, seulement elles parlaient. Nous vîmes là un paradoxe de ce charmant esprit. À tel point que le mercredi, lorsqu'elle essayait de faire parler une table avec Victor Hugo dans la salle à manger, nous restâmes dans le salon. La table ne parla pas. Le lendemain, elle essaya, sans aucun succès. Moi-même, en particulier, qui croyais si peu aux tables parlantes, j'étais allé me coucher dès qu'on se mit à table. Le dimanche, étaient présents Adèle Hugo, Charles Hugo, Victor Hugo et moi-même, Auguste Macri. Voici ce qui arrive. Qui est là? La table lève un pied et ne le baisse plus. Y a-t-il quelque chose qui te gêne? Si c'est oui, frappe un coup. Sinon, 2 coups. La table frappe un coup. Je n'étais nullement convaincu. Je ne me disais pas qu'Adèle poussait volontairement des coups sous la table, mais je me disais que une force volonté, une tension d'esprit pouvait donner à sa main une tension et une pression involontaire. On changea de table. Adèle et Charles se placèrent de façon perpendiculaire et à angle droit au-dessus de la table. Victor Hugo écrivit un mot sur un papier et, en fermant le papier, le posa sur la table. La table remue et je dis: peux-tu me dire quel est le nom écrit là-dedans? Non. Pourquoi? Pourquoi? Papier. Ces réponses commençaient à m'étonner un peu et pour être sûr que ce n'était pas Adèle qui bougeait la table, je demande à prendre la place et de tenir la table avec Charles. La table remue. Je pense à un nom et je dis: quel est le nom que je pense? Hugo. C'était le nom, en effet. C'est à ce moment précis que j'ai commencé à croire. Depuis quelques moments, Charles se sentait ému et nous disait d'arrêter avec nos questions puériles. Il pressentait une grande apparition, et nous qui doutions, nous nous obstinions à poser des défis à la table et à lui poser des termes sur des mots inscrits sur les papiers et dans la tête. Qui es-tu? Fille. Charles n'avait pas de fille. Moi-même, je pense à mon neveu, Ernest, et je dis: quel est le nom que je pense? Morte. Fille morte. Je recommence. Quel est le nom que je pense? Morte. À ce moment, tout le monde pense à la fille que Victor Hugo a perdue, Léopoldine. Qui es-tu? Âme Soror. Soror? La table a-t-elle dit Soror en latin pour dire qu'il s'agissait de la sœur d'un homme? De qui es-tu la sœur? Doute. Ton pays? France. Ta ville? Pas de réponse. Es-tu heureuse? Oui. Tout le monde sent la présence de la morte. Où es-tu? Tout le monde pleure. Lumière. Que faut-il faire pour aller à toi? Aimer. Qui t'envoie? Le Dieu bon. Parle de toi-même, as-tu quelque chose à dire? Oui. Quoi? Souffrez pour l'autre monde. Crois-tu la souffrance de ceux qui t'aiment? Oui. Souffriront-ils longtemps? Rentreront-ils bientôt en France? Pas de réponse. Es-tu contente quand ils mêlent ton nom à leurs prières? Oui. Es-tu toujours près d'eux? Veilles-tu sur eux? Oui. Dépend-il
de te faire revenir. Non. Mais tu reviendras. Oui. Bientôt. La séance se termine à 1h30 du matin.